C'était un jeudi après-midi tranquille dans mon petit appartement à Lyon. Le soleil filtrait doucement à travers les persiennes, créant des motifs sur le parquet usé que j'avais mis tant de temps à restaurer. Je travaillais sur mon ordinateur quand mon portable a vibré. Le nom affiché m'a fait sourire instantanément, maman. J'ai décroché, m'attendant à nos bavardages habituels sur les potins du quartier ou les nouvelles recettes qu'elle avait essayées. Là, allô, Thomas? Devine quoi? On a utilisé ta carte de crédit pour le voyage de Julie. Ça nous a vraiment bien dépanné. Son ton était enjoué, presque suffisant. Pendant un instant, j'ai cru à une plaisanterie, un de ces jeux dont ma mère était friande. Mais son rire, ce rire si familier mais soudain si étranger, a confirmé l'impensable. Et tu nous cachais de l'argent. Considère ça comme ta punition. Mon estomac s'est noué. D'une main tremblante, j'ai ouvert mon application bancaire, et les chiffres qui se sont affichés m'ont donné la nausée. 32 000 €. Disparus. Des vols en classe affaires, des suites dans des hôtels 5 étoiles, des restaurants étoilés au Michelin, des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées. Chaque transaction était plus extravagante que la précédente. Vous avez fait quoi? Ai-je balbutié, la voix étranglée par l'incrédulité. Oh, ne fais pas cette tête. Tu verras, un jour tu nous remercieras, a-t-elle répliqué d'un ton moqueur avant de raccrocher brusquement. Je suis resté figé, le téléphone encore collé à l'oreille, comme si j'attendais que tout ceci se révèle être un canular, un mauvais rêve. Mais les chiffres sur mon écran ne mentaient pas. Ma propre famille venait de franchir une ligne que je n'aurais jamais imaginée possible. J'ai repensé à toutes ces années de travail acharné. Les doubles services au café près de la place Bellecour. Les nuits blanches à traduire des documents pour arrondir mes fins de mois pendant mes études à l'université Lyon 3. Les petits boulots pendant les vacances, quand mes amis partaient en voyage. Chaque centime économisé représentait un sacrifice, un pas vers mon indépendance. Après plusieurs minutes de stupeur, j'ai réussi à articuler dans le vide de mon appartement, vous allez le regretter. Souvenez-vous de mes paroles. La colère montait en moi comme une vague, remplaçant peu à peu le choc initial. Je me suis levée et j'ai fait les 100 pas, essayant de comprendre comment ma mère, celle qui m'avait appris l'importance de l'honnêteté, avait pu me trahir ainsi. Et mon père? Était-il complice ou simple spectateur? Et Julie, ma sœur cadette, savait-elle que son merveilleux voyage à Bali était financé par mes années de labeur? Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai passé des heures à examiner chaque transaction, à calculer le montant exact du vol, à documenter méthodiquement chaque dépense comme si je préparais un dossier pour un tribunal. Parce qu'au fond, je savais déjà que cette affaire ne se réglerait pas autour de la table familiale, avec une bonne bouteille de Côtes-du-Rhône et des excuses murmurées. Le lendemain matin, les yeux cernés mais l'esprit plus clair, j'ai appelé ma banque, la Société Générale. L'agent au téléphone, Monsieur Dubois, a écouté mon récit avec une incrédulité croissante. Monsieur Martin, vous dites que ce sont vos parents qui ont utilisé votre carte? Avez-vous une procuration en leur nom? Non, absolument pas. Ils ont dû la trouver lors de ma dernière visite chez eux à Villeurbanne. Dans ce cas, il s'agit d'une fraude. Même s'il s'agit de votre famille, l'utilisation non autorisée d'une carte bancaire est un délit. Vous devez déposer une plainte au commissariat. Ces mots ont résonné dans ma tête. Déposer une plainte contre mes propres parents. L'idée me semblait surréaliste, comme si j'étais pris dans un mauvais film français où les liens familiaux se dénouent tragiquement. Y a-t-il une autre solution, ai-je demandé, espérant un miracle administratif. Malheureusement non. Pour un montant aussi important, la banque doit suivre la procédure standard. Nous pouvons geler temporairement votre compte pour éviter d'autres transactions, mais pour récupérer les fonds, une plainte officielle est nécessaire. J'ai remercié Monsieur Dubois et raccroché, me sentant étrangement détaché, comme si cette conversation concernait quelqu'un d'autre. Le gel du compte a été immédiat. Au moins, il ne pourrait plus prendre ce qu'il me restait. L'après-midi même, mon téléphone a sonné plusieurs fois. Des appels de ma mère, de mon père, même de Julie. Je n'ai répondu à aucun. Qu'aurais-je pu leur dire? Que tout était pardonné? Que l'argent n'avait pas d'importance?
C'étaient des mensonges que je n'étais pas prêt à proférer. Je me suis accordé ces quelques heures de silence comme un dernier hommage à ce que nous avions été, une famille. Car au fond de moi, je savais que dès que je franchirais la porte du commissariat de la Croix-Rousse, rien ne serait plus jamais comme avant. J'ai toujours su que mes parents avaient un rapport particulier à l'argent. Notre appartement à Villeurbanne était meublé d'un étrange mélange d'objets luxueux et de mobilier bon marché. Un canapé en cuir italien trônait fièrement dans un salon aux murs défraîchis. Ma mère, Sylvie, portait des sacs Longchamp mais rechignait à réparer la chaudière qui tombait régulièrement en panne pendant les hivers lyonnais. Très jeune, j'ai compris que l'argent filait entre leurs doigts comme de l'eau. Mon père, François, commerciaux dans une concession Renault, fluctuait entre mois fastueux et périodes de vaches maigres, selon ses commissions. L'argent est fait pour être dépensé, Thomas, répétait-il en débouchant une bouteille de champagne un soir où nous n'avions même pas de quoi payer la facture d'électricité. À 16 ans, lors d'un stage d'été chez un boulanger de la Croix-Rousse, j'ai ouvert discrètement mon premier compte à la caisse d'épargne. Madame Rivière, la conseillère, avait haussé un sourcil devant ce lycéen déterminé qui demandait un compte sans carte, sans chéquier, juste un livret où déposer ses économies. « Tes parents sont au courant ?» m'avait-elle demandé. J'avais menti avec l'assurance d'un adolescent qui a tout planifié, bien sûr, c'est même leur idée. Ils veulent m'apprendre la valeur de l'épargne. Ce premier mensonge en a engendré d'autres. Quand mes parents me demandaient combien j'avais gagné au marché de Noël, je divisais la somme par 2. Quand ma grand-mère me glissait un billet pour mon anniversaire, celui-ci disparaissait dans ma cachette avant même que nous ayons fini de manger le gâteau. Ce n'était pas de l'avarice, c'était de la survie. Car dans notre famille, l'argent avait une trajectoire prévisible, il allait toujours vers Julie, ma cadette de 4 ans. Julie et ses cours de danse à l'Opéra de Lyon. Julie et son voyage scolaire à Venise. Julie et son ordinateur dernier cri pour ses études, alors que je partageais encore l'ancien PC familial qui ramait à chaque clic. Je ne détestais pas ma sœur pour cela. Elle était simplement le soleil autour duquel notre système familial orbitait, et j'avais accepté mon rôle de planète secondaire. Ce qui me blessait, c'était moins l'inégalité que le mensonge qui l'accompagnait. On n'a pas les moyens, Thomas, disait ma mère quand je demandais de l'aide pour financer mes études à l'université. Puis, le week-end suivant, elle offrait à Julie un stage de photographie à Paris, parce qu'il faut encourager ses passions. Après mon baccalauréat, j'ai décroché une bourse pour étudier à Lyon 3. Ce n'était pas suffisant pour vivre, alors j'ai multiplié les petits boulots. Serveur au café des Jacobins, livreur à vélo pour Deliveroo, assistant bibliothécaire le week-end. Chaque euro gagné était méticuleusement divisé, une partie pour le loyer de ma chambre universitaire, une autre pour les repas et les livres, et le reste même infime pour mon compte secret. À cette époque, je croyais encore que mes parents étaient simplement négligents, impulsifs, peut-être un peu égoïstes mais pas malveillants. Je me trompais. Le tournant est venu lors de ma 2e année d'études. Un soir d'octobre, alors que les feuilles des platanes tombaient sur les berges du Rhône, mon père m'a appelé. « Thomas, on a un petit souci avec le loyer. Tu pourrais nous dépanner ? Juste pour ce mois-ci, promis. » J'ai accepté, bien sûr. C'était ma famille. J'ai vidé une partie de mes économies, convaincu que c'était exceptionnel. Le mois suivant, nouvelle urgence, la voiture à réparer. Puis ce fut les frais dentaires de Julie, non remboursés. Petit à petit, mes économies fondaient, mais je me disais que c'était normal, que la famille c'était ça, s'entraider. Jusqu'au jour où j'ai découvert, par hasard, que l'argent du loyer avait financé un week-end au Puy du Fou pour mes parents et Julie. J'étais restée à Lyon, à travailler double service au café, pensant sauver leur toit. Ce soir-là, j'ai pris 2 décisions qui ont changé ma vie. D'abord, j'ai ouvert un nouveau compte, cette fois à la Société Générale, où personne ne me connaissait. Ensuite, j'ai arrêté de répondre aux urgences familiales. Les années ont passé. J'ai obtenu mon master en communication, puis un poste dans une agence digitale à Lyon. Mon salaire était correct, mais ce qui avait vraiment pris de la valeur, c'était mon épargne secrète, patiemment alimentée. J'avais un projet, acheter un petit appartement dans le 7e arrondissement, loin de Villeurbanne et des souvenirs d'une enfance où j'avais toujours dû me débrouiller seule.
Lors d'une visite chez mes parents le mois dernier, visite que je limitais désormais au strict minimum, j'avais dû laisser mon sac dans l'entrée pour aider mon père à déplacer une armoire. Ma carte de crédit était dans mon portefeuille, dans ce sac. Je n'y avais même pas pensé. Pourquoi l'aurais-je fait ? Même dans mes scénarios les plus pessimistes, je n'avais jamais imaginé qu'ils oseraient aller aussi loin. Pourtant, voilà où j'en étais. Des années d'économie volatilisées pour un caprice. Pour que Julie puisse poster des photos de plages paradisiaques sur Instagram. Pour que mes parents puissent jouer au grand seigneur, s'offrant un luxe qu'ils n'avaient jamais pu s'offrir eux-mêmes. La trahison était d'autant plus douloureuse que j'avais toujours été là pour eux, malgré leurs défauts. J'avais pardonné les anniversaires oubliés, les promesses non tenues, les comparaisons constantes avec Julie. J'avais même accepté leur indifférence face à mes réussites, comme si tout ce que j'accomplissais était attendu, normal, sans mérite particulier. Mais ceci, c'était différent. C'était calculé. C'était cruel. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas prêt à pardonner. Ils sont revenus 2 jours après leur retour à Paris. Mon père a garé sa Peugeot 308 devant mon immeuble, klaxonnant joyeusement comme s'il annonçait une visite de courtoisie. De ma fenêtre, je les ai observés, bronzés, souriants, déchargeant une multitude de sacs griffés Galeries Lafayette, Louis Vuitton et Hermès. Julie sautillait sur le trottoir, son nouveau téléphone à la main, probablement le dernier iPhone que j'avais repéré sur les relevés bancaires. J'ai respiré profondément et je suis descendu les accueillir. Non pas par politesse, mais pour voir jusqu'où irait leur audace. Pour documenter, observer, comprendre l'ampleur de leur trahison. « Thomas, tu nous as manqué », s'est exclamée ma mère en m'embrassant sur les 2 joues, comme si rien ne s'était passé. Son parfum Chanel numéro 5, encore une nouveauté que j'avais financée sans le savoir, m'a donné la nausée. « Regarde ce que j'ai trouvé pour toi », a-t-elle ajouté en me tendant un petit sac. À l'intérieur, un porte-clés représentant une tour Eiffel miniature avec l'inscription « Souvenir de Paris ». Un souvenir à 5 €. Ma générosité récompensée par une babiole touristique. « Tu as reçu mes messages ?» a demandé mon père, l'air faussement concerné. « On voulait te dire pour la carte, mais on savait que tu comprendrais. C'était une opportunité unique pour Julie, tu sais combien elle rêvait de voir Paris. » Julie, au moins, semblait mal à l'aise. Elle tripotait nerveusement son nouveau téléphone, évitant mon regard. « C'était incroyable, Thomas », a-t-elle murmuré. « Tu devrais voir les photos que j'ai prises à Montmartre, et le dîner sur un bateau-mouche. C'était vraiment magique. » « Je suis sûre que ça l'était, ai-je répondu calmement, surpris par ma propre maîtrise. « Pourquoi ne pas monter et me raconter tout ça ?» Cette invitation les a déstabilisés. Ils s'attendaient à des cris, des reproches, peut-être même des larmes. Mais ce Thomas calme, presque cordial, les désorientait. Tant mieux. Dans mon appartement, ils se sont installés comme si de rien n'était. Mon père a ouvert mon réfrigérateur sans demander, s'est servi une bière, et s'est affalé sur mon canapé, celui que j'avais mis 6 mois à rembourser, achetant les coussins un par un quand mon budget le permettait. « Alors, tu nous pardonnes pour la petite surprise », a-t-il lancé avec un clin d'œil complice. Je sais que c'était un peu cavalier, mais entre familles, hein ? Et puis, ce n'est que de l'argent. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti mon appareil photo, mon seul vrai luxe, acheté après 3 ans d'économie pour assouvir ma passion pour la photographie documentaire. Vous permettez que je prenne quelques photos ? Pour immortaliser votre retour ? Bien sûr, s'est exclamée ma mère, rajustant ses cheveux et sa nouvelle écharpe en soie. Julie, viens près de moi. Et montre ton joli bracelet, celui de la place Vendôme. J'ai pris plusieurs clichés, capturant leurs sourires, leurs nouveaux accessoires, les sacs de shopping posés négligemment sur mon parquet. Chaque photo était une pièce à conviction dans le dossier que je constituais mentalement. Et ce voyage alors ? Racontez-moi tout, ai-je encouragé, enregistrant discrètement la conversation sur mon téléphone. Ils se sont lancés dans un récit enthousiaste, se coupant la parole pour décrire leur séjour à l'hôtel Lutetia, un peu cher, mais tellement élégant, leur dîner au Jules Verne dans la Tour Eiffel, la vue valait chaque euro, et leurs achats compulsifs dans les boutiques des Champs-Élysées. Ma mère a même sorti des reçus, me les montrant fièrement comme des trophées.
Regarde, on a eu une réduction sur ce sac. N'est-ce pas une affaire? Chaque détail était soigneusement enregistré dans ma mémoire et sur mon téléphone. Je prenais des photos des reçus quand ils ne regardaient pas, documentant chaque centime de leur extravagance. Et comment avez-vous eu ma carte, ai-je finalement demandé, d'un ton conversationnel, comme si c'était un simple point technique qui m'intriguait. Un silence embarrassé est tombé sur la pièce. Ma mère a échangé un regard avec mon père. « Beau, tu l'avais laissé dans ton sac la dernière fois », a-t-elle répondu avec un geste évasif. « On pensait te la rendre, bien sûr. Mais l'occasion s'est présentée pour ce voyage, et vous avez décidé que mes économies vous appartenaient, ai-je complété calmement. « Ne le prends pas comme ça, fiston », a répliqué mon père, soudain sur la défensive. « On te remboursera, évidemment. Pas tout de suite, mais... » « Mais quand ?» ai-je insisté. « Et comment ?» Nouveau silence. Julie fixait le sol, visiblement mal à l'aise. « Tu es tellement matérialiste, Thomas », a soupiré ma mère. « L'argent n'est pas tout dans la vie. Ce voyage a créé des souvenirs inoubliables pour ta sœur. Ça ne vaut pas tous les euros du monde ?» Cette phrase a résonné en moi comme la confirmation de tout ce que je savais déjà. À leurs yeux, mes sacrifices n'avaient aucune valeur. Mes rêves n'étaient pas aussi importants que ceux de Julie. Mon travail acharné n'était qu'un moyen pour eux d'assouvir leurs désirs. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas hurlé. J'ai simplement souri, et ce sourire les a plus déconcertés que toute la colère du monde. Vous avez raison. Ce ne sont que des souvenirs. Et j'en créerai d'autres. Ils sont partis 1 heure plus tard, me laissant dans un appartement qui sentait encore leur parfum et leur hypocrisie. Dès que la porte s'est refermée, je me suis mis au travail. J'ai appelé ma banque et j'ai demandé à parler à un conseiller spécialisé dans les fraudes. J'ai expliqué la situation, transmis les photos des reçus, les enregistrements où ils admettaient avoir pris ma carte sans permission. L'homme au téléphone était stupéfait. « Monsieur Martin, ce que vous décrivez est clairement un vol avec abus de confiance. La banque peut lancer une procédure, mais vous devrez déposer une plainte officielle au commissariat. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai rempli le formulaire de plainte en ligne, rassemblant méticuleusement chaque preuve, chaque aveu. Mon doigt a hésité au-dessus du bouton « Envoyer ». Étais-je vraiment prêt à franchir ce pas? À porter plainte contre ma propre famille? Puis je me suis souvenu du rire de ma mère au téléphone. C'est ta punition. Cette phrase a scellé ma décision. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le commissariat de la Croix-Rousse m'a contacté dès le lendemain pour confirmer ma plainte et me demander de venir signer ma déposition. En sortant du bâtiment, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Une page se tournait. La guerre silencieuse que je menais depuis des années contre leur négligence venait de se transformer en une bataille ouverte. Et pour la première fois, j'étais déterminée à la gagner. Le premier signe que quelque chose avait changé est arrivé 3 jours après ma visite au commissariat. J'étais en train de préparer un café dans ma cuisine quand mon téléphone a vibré. C'était mon père. J'ai hésité avant de décrocher, mais je voulais entendre sa réaction. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il hurlé sans même me saluer. Sa voix tremblait de colère. « Pourquoi notre compte est-il bloqué ? La banque nous a appelés pour une histoire de fraude. » J'ai pris une gorgée de café, savourant ce moment de calme avant de répondre. J'ai signalé l'utilisation frauduleuse de ma carte de crédit. La procédure standard veut que tous les comptes liés soient temporairement gelés pendant l'enquête. Un silence de plomb a suivi. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans son esprit, essayant de comprendre les implications de mes paroles. « Tu as porté plainte contre nous ? Contre ta propre famille ?» Sa voix s'était brisée sur le dernier mot, comme si l'idée même était inconcevable. « Non, j'ai porté plainte pour vol et utilisation frauduleuse d'une carte bancaire. La banque a identifié les coupables. Mais enfin, Thomas, on est tes parents. On t'a tout donné ? » J'ai failli m'étouffer avec mon café. « Tout donné ? Vous m'avez volé 32 000 € d'économies que j'ai mis des années à constituer. On allait te rembourser. Tu le sais bien. Avec quel argent ? Celui que vous n'avez jamais eu ?
Celui que vous empruntez toujours à droite à gauche sans jamais rendre? Un bruit sourd m'a indiqué qu'il avait frappé quelque chose, probablement la table de la cuisine, son exutoire habituel quand il perdait le contrôle. Tu vas retirer cette plainte immédiatement, a-t-il ordonné. Ou tu n'es plus notre fils. La menace qui m'aurait terrassé quelques années plus tôt m'a fait sourire. C'est un peu tard pour les ultimatums, tu ne crois pas? J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Mon téléphone s'est immédiatement remis à sonner. Cette fois, c'était ma mère. J'ai mis l'appareil en silencieux et je suis allée me préparer pour le travail. À l'agence, j'ai eu du mal à me concentrer. Les messages s'accumulaient sur mon téléphone, des supplications, des menaces, des tentatives de manipulation. Ma mère essayait de jouer la carte de la culpabilité. Comment peux-tu nous faire ça après tout ce qu'on a sacrifié pour toi? Mon père alternait entre la colère et les promesses. On te remboursera jusqu'au dernier centime, mais retire cette plainte. Julie a été la seule à envoyer un message différent. Je ne savais pas que l'argent venait de toi. Je suis désolée, Thomas. En milieu d'après-midi, j'ai reçu un appel du commissariat. L'officier Mercier, qui avait pris ma déposition, souhaitait me voir. Je m'y suis rendue. Après le travail, l'estomac noué. Dans le petit bureau aux murs jaunis par des décennies de cigarettes, bien avant l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'officier Mercier m'a accueilli avec un regard grave. Monsieur Martin, je dois vous informer que suite à votre plainte et au rapport de la Société Générale, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance. En bande organisée, ai-je répété, surpris par la formulation. Votre père, votre mère et possiblement votre sœur ont agi de concert. Le montant dépasse 20 000 €, ce qui en fait un délit grave passible de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Le monde s'est mis à tourner autour de moi. Je m'attendais à des conséquences, bien sûr, mais pas à quelque chose d'aussi sérieux. Est-ce qu'ils vont vraiment aller en prison, ai-je demandé, ma voix à peine audible. L'officier Mercier a soupiré. C'est au juge de décider, mais pour un premier délit et 6 restitutions il y a, une peine avec sursis est plus probable. Cependant, je dois vous prévenir, votre famille sera convoquée pour audition dans les prochains jours. Ce ne sera pas agréable pour eux. Ni pour vous. En sortant du commissariat, j'ai marché sans but dans les rues pavées de la Croix-Rousse. La soirée était douce, les terrasses des cafés pleines de rires et de conversations. Une normalité qui me semblait désormais inaccessible. Avais-je fait le bon choix? Je ne voulais pas les voir en prison, je voulais juste récupérer mon argent, leur faire comprendre que leurs actions avaient des conséquences. Mais la machine judiciaire était lancée, implacable et indifférente à mes doutes. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Maître Lenoir, l'avocate de la banque. Sa voix était professionnelle, presque clinique. Monsieur Martin, je tenais à vous informer personnellement de l'évolution de votre dossier. La banque va se porter partie civile dans cette affaire. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Que même si vous souhaitiez retirer votre plainte, ce que je ne vous conseille pas, la procédure continuerait. Les preuves sont accablantes. Elle m'a ensuite expliqué que la banque avait lancé une procédure de recouvrement. Les comptes de mes parents seraient saisis jusqu'à remboursement intégral. Leur maison à Villeurbanne pourrait même être hypothéquée si nécessaire. La banque vous propose également un remboursement immédiat de la moitié du préjudice, en attendant que la justice suive son cours. J'ai accepté cette proposition, plus par nécessité que par choix. Mon compte épargne était vide, et j'avais besoin d'argent pour continuer à vivre. Une semaine plus tard, j'ai croisé Julie à la sortie de l'université Lyon 3, où elle étudiait les lettres modernes. Elle avait perdu son éclat, ses yeux étaient cernés, sa démarche hésitante. Quand elle m'a aperçue, elle s'est figée comme une biche prise dans les phares d'une voiture. « Thomas » a-t-elle murmuré, comme si mon nom lui brûlait les lèvres. Je me suis approché d'elle, incertain de ce que je ressentais. Colère? Pitié? Affection fraternelle malgré tout? J'ai été convoquée au commissariat, a-t-elle dit avant que je puisse parler. Ils m'ont posé des questions horribles. Si j'étais complice, si je savais que l'argent était volé. Papa et maman ne me parlent presque plus. Papa a perdu son travail à la concession, son patron a appris pour la plainte. Maman pleure tout le temps.
Je l'ai écouté sans l'interrompre, observant ses mains qui tremblaient légèrement. Je ne savais vraiment pas, Thomas. Je te le jure. Ils m'ont dit que c'était un cadeau, qu'ils avaient économisé. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas. C'était trop beau, trop soudain. Je te crois, ai-je répondu, surpris de constater que c'était vrai. Julie avait toujours été la princesse gâtée de la famille, mais elle n'était pas malhonnête. Juste aveugle au sacrifice des autres, élevée dans l'idée que tout lui était dû. Est-ce qu'ils vont aller en prison, a-t-elle demandé, la voix brisée par l'angoisse. Je ne sais pas, Julie. Ce n'est plus entre mes mains. Elle a hoché la tête, résignée. Tu as fait ce qu'il fallait. Je comprends maintenant. Je suis désolée de ne pas avoir compris plus tôt. Nous nous sommes séparés avec une étreinte maladroite, la première marque d'affection sincère que nous partagions depuis des années. En la regardant s'éloigner dans les allées de l'université, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Les choses ne seraient plus jamais comme avant, mais peut-être était-ce nécessaire. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans notre quartier de Villeurbanne. Les Martin, cette famille si normale en apparence, se déchiraient pour une histoire d'argent. Les détails se déformaient de bouche à oreille, la somme doublait, les accusations s'aggravaient, les motifs devenaient plus sordides. Dans la boulangerie où j'avais travaillé adolescent, j'ai entendu 2 femmes chuchoter à mon passage, c'est lui qui a envoyé ses parents en prison. Je n'ai pas pris la peine de corriger ces rumeurs. À quoi bon? La vérité était déjà assez compliquée sans que j'essaie de justifier mes actions à des inconnus. L'école de Julie a été moins indulgente. Le lycée du Parc, institution prestigieuse où ma sœur préparait son baccalauréat, prenait très au sérieux sa réputation. Quand l'affaire est devenue publique, un article dans Le Progrès y avait consacré quelques lignes dans la rubrique des faits divers. La direction a convoqué mes parents. Julie m'a raconté plus tard cette réunion humiliante où le proviseur, Monsieur Blanc, avait exprimé sa profonde déception face à des parents qui donnaient un tel exemple moral à leur fille. Le coup de grâce est venu quand il a annoncé que Julie ne pourrait plus représenter l'établissement lors des compétitions régionales de natation, sa seule véritable passion. Nous ne pouvons pas associer notre nom à une famille impliquée dans une affaire judiciaire de cette nature, avait-il déclaré avec cette froideur administrative qui fait plus de mal que la colère. Ma sœur en était sortie dévastée. Son identité était si intimement liée à ses performances sportives, à l'admiration de ses camarades, aux médailles accrochées dans sa chambre. Du jour au lendemain, elle était devenue la fille dont les parents sont des voleurs. Les invitations aux fêtes se sont taries, les amis se sont éloignés, les regards se sont chargés de jugement ou de pitié, ce qui était peut-être pire. Mon père a vécu un déclassement tout aussi brutal. La concession Renault où il travaillait depuis 15 ans l'a licencié pour atteinte à l'image de l'entreprise. Une clause de son contrat qu'il n'avait probablement jamais lue. Son patron, Monsieur Girard, qui venait dîner chez nous chaque Noël avec sa femme, n'a même pas eu le courage de le lui annoncer en personne. Un simple email de la direction des ressources humaines, froid et impersonnel, a mis fin à sa carrière de commercial. À 53 ans, sans diplôme et avec une procédure judiciaire en cours, ses chances de retrouver un emploi similaire étaient pratiquement nulles. Il a enchaîné les petits boulots, livreur pour Carrefour, veilleur de nuit dans un parking, serveur dans un fast-food près de la Pardieu. L'humiliation se lisait sur son visage chaque fois qu'il croisait d'anciens clients ou collègues. Ma mère, qui n'avait jamais vraiment travaillé, s'est retrouvée à chercher frénétiquement un emploi pour compenser la perte de revenus. Elle a finalement été embauchée comme caissière dans un supermarché discount à mi-temps, un travail qu'elle avait toujours regardé avec dédain. Je l'ai aperçue un jour derrière sa caisse, son badge Sylvie épinglé sur un uniforme trop grand, ses mains autrefois manucurées désormais rougies par les produits nettoyants. Elle ne m'a pas vue, et j'en étais soulagée. Leur maison, cette maison où j'avais grandi, avec son petit jardin où mon père cultivait fièrement ses tomates, a été mise en vente pour rembourser la dette. Ils ont déménagé dans un appartement HLM à Vaux-en-Velin, loin de leurs amis, de leurs habitudes, de la vie qu'ils s'étaient construite sur des apparences et des dépenses inconsidérées. Les appels et les messages ont continué d'affluer sur mon téléphone pendant des semaines. Ma mère oscillait entre supplications et accusations. Comment peux-tu nous détruire ainsi? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Mon père, lui, s'est muré dans un silence buté,
Trop orgueilleux pour admettre ses torts, trop brisé pour continuer à me blâmer. Julie était la seule à maintenir un contact régulier, m'envoyant des messages laconiques sur leur situation, sans jamais demander d'aide directement. J'ai appris par elle que mes parents avaient dû vendre leur voiture, que l'électricité avait été coupée pendant 3 jours faute de paiement, que ma mère pleurait chaque soir en regardant les photos de leur voyage à Paris, ces souvenirs qui leur avaient coûté si cher. J'aurais pu ressentir une certaine satisfaction face à cette justice poétique. N'était-ce pas exactement ce que j'avais voulu ? Qu'ils comprennent enfin ce que signifiait perdre tout ce qu'on avait construit ? Mais étrangement, je n'éprouvais aucun plaisir à les voir souffrir. Juste une immense fatigue et une tristesse qui me rongeaient lentement. Le procès a eu lieu 6 mois après ma plainte initiale, au tribunal correctionnel de Lyon. Une journée grise de novembre, où la brume s'accrochait au pont sur le Rhône comme un voile de mélancolie. J'ai retrouvé mes parents dans la salle d'audience, méconnaissables. Mon père avait vieilli de 10 ans, ses épaules voûtées sous un costume élimé, probablement le seul qui lui restait. Ma mère avait perdu du poids, ses joues creusées, ses yeux éteints. Julie se tenait entre eux, comme un fragile trait d'union dans une famille brisée. Je n'avais pas prévu d'assister à l'audience, mais quelque chose m'y avait poussé. Un besoin de clôture, peut-être. Ou simplement cette curiosité morbide qui nous fait ralentir devant un accident. L'avocate de mes parents, une commise d'office à l'air débordé, a plaidé les circonstances atténuantes, une erreur de jugement, l'absence d'antécédents judiciaires, leur situation financière désastreuse, leur repentir sincère. Maître Lenoir, représentant la banque, a été implacable, abus de confiance caractérisé, préméditation, absence de remboursement volontaire. Quand le juge a demandé à mes parents s'ils souhaitaient s'exprimer, mon père s'est levé, tremblant. « Je voudrais dire à mon fils que je suis désolé, a-t-il dit, sa voix à peine audible. Ce que nous avons fait est impardonnable. Je ne demande pas le pardon, juste la compréhension peut-être. On a perdu la tête. On voulait offrir à Julie ce qu'on n'avait jamais pu s'offrir nous-mêmes. Ce n'est pas une excuse. Juste la vérité. » Ma mère est restée silencieuse, ses larmes parlant pour elle. Le jugement est tombé comme un coup près, 18 mois de prison avec sursis pour mes parents, obligation de remboursement intégral, interdiction de gérer des comptes bancaires pendant 5 ans, inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. En sortant du tribunal, j'ai croisé le regard de Julie. Elle semblait me demander silencieusement, « Et maintenant ?» Je n'avais pas de réponse. Les mois suivants ont été étranges. La banque m'a remboursé l'intégralité de la somme volée, prélevant directement sur les maigres revenus de mes parents une mensualité qui les étranglerait pendant des années. Leur vie était devenue un combat quotidien pour la dignité, pour simplement garder la tête hors de l'eau. Les photos du voyage à Paris ont disparu de l'Instagram de Julie, remplacées par des citations sur la résilience et le pardon. Mon père a trouvé un emploi stable comme gardien d'immeuble, un travail modeste mais qui leur permettait d'occuper gratuitement un petit logement de fonction à Villeurbanne, un retour aux sources involontaires. Ma mère a commencé une formation d'aide-soignante, comme si aider les autres pouvait racheter ses propres fautes. Quant à moi, j'ai déménagé. J'ai quitté Lyon pour Grenoble, acceptant un poste dans une agence de communication plus petite mais plus humaine. J'avais besoin de distance, d'air frais, d'un endroit où personne ne connaissait mon histoire. Un nouveau départ. J'ai changé mon numéro de téléphone, ne laissant ma nouvelle adresse qu'à Julie. De temps en temps, elle m'envoyait des nouvelles, me tenant informée sans jamais me demander de revenir. Elle comprenait mon besoin d'espace, de temps pour guérir. Elle aussi avait grandi, forcée par les circonstances à voir le monde tel qu'il était vraiment, et non tel qu'on le lui avait toujours présenté. 2 ans se sont écoulés depuis le procès. Grenoble est devenu mon refuge, avec ses montagnes qui semblent veiller sur la ville comme des gardiens silencieux. Mon appartement dans le quartier Championnet n'est pas grand, mais il est à moi, entièrement à moi. Chaque meuble, chaque objet a été choisi avec soin, payé avec mon propre argent. Personne n'y entre sans mon autorisation explicite. Ma vie professionnelle a pris un tournant inattendu. L'agence de communication où j'avais été embauchée m'a offert l'opportunité de développer un département spécialisé dans la sécurité financière. Ironique, n'est-ce pas ? Mon expérience personnelle est devenue mon expertise professionnelle. Je donne désormais des conférences dans
Les lycées et les universités sur la prévention des arnaques familiales, un sujet dont on parle peu mais qui touche bien plus de personnes qu'on ne l'imagine. Les arnaques les plus douloureuses sont souvent celles commises par nos proches, dis-je toujours en introduction. Parce qu'elles ne volent pas seulement votre argent, elles brisent votre confiance. Ces mots résonnent en moi à chaque fois que je les prononce. La confiance. Cette chose si facile à briser, si difficile à reconstruire. J'ai pris des mesures radicales pour protéger mon avenir financier. Mon avocat, Maître Bertrand, a rédigé un testament en béton, des procurations restrictives, des documents légaux qui protègent chacun de mes actifs. Personne, absolument personne ne peut plus accéder à mes comptes sans mon consentement explicite et documenté. Certains pourraient voir cela comme de la paranoïa. Je préfère parler de lucidité. Quand on a vu l'avidité transformer ses propres parents en étrangers, on apprend à se méfier même des sourires les plus chaleureux. Ma relation avec ma famille a évolué de façon surprenante. Julie et moi avons renoué des liens, différents mais peut-être plus authentiques. Elle a terminé ses études à Lyon 3 et travaille maintenant comme assistante d'éducation dans un collège difficile de Vénissieux. Le traumatisme familial semble l'avoir orientée vers une carrière d'aide aux autres comme si elle cherchait à compenser le mal qu'elle n'a pas commis directement mais dont elle a bénéficié. Nous nous retrouvons parfois pour un café quand je retourne à Lyon pour affaires. Nos conversations évitent soigneusement le passé. Nous parlons de livres, de films, de ses élèves turbulents, de mes projets professionnels. Une relation d'adulte, construite sur les ruines de notre enfance commune. Avec mes parents, c'est plus complexe. Nous ne sommes plus en conflit ouvert, mais nous ne sommes pas réconciliés non plus. Nous existons dans cet espace intermédiaire que je qualifierais de paix froide. Des échanges de messages pour les anniversaires, des nouvelles partagées via Julie, parfois un appel téléphonique bref et maladroit. Ils ne me demandent plus rien, ni argent, ni faveur, ni même pardon. Ils semblent avoir accepté les conséquences de leurs actes avec une résignation qui confine parfois à la dignité. Mon père continue son travail de gardien d'immeuble, ma mère est désormais aide-soignante à temps plein dans un EHPAD de la banlieue lyonnaise. Ils vivent simplement, sans carte de crédit, gérant leur budget au centime près. Le remboursement de leurs dettes s'achèvera dans 3 ans. Je ne sais pas s'ils considèrent cela comme une punition ou une pénitence. Je ne leur ai jamais posé la question. Parfois, je repense à ce jeudi après-midi où tout a basculé, à la voix enjouée de ma mère annonçant qu'ils avaient emprunté ma carte. C'est ta punition, avait-elle dit. Ces mots résonnent encore dans ma tête, mais ils ont perdu leur pouvoir de me blesser. Ils me rappellent simplement d'où je viens et pourquoi je ne retournerai jamais à cet endroit. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre, pas un email, pas un message, une véritable lettre manuscrite avec un timbre et l'écriture soignée de ma mère sur l'enveloppe. Je l'ai gardée sur ma table pendant 2 jours avant de me décider à l'ouvrir. C'était court, simple, sans fioritures ni excuses grandiloquentes. Cher Thomas, Julie nous a dit que tu avais obtenu une promotion. Nous sommes fiers de toi, même si nous n'avons plus le droit de l'exprimer comme avant. Nous savons que les mots ne suffisent pas, mais sache que pas un jour ne passe sans que nous regrettions ce que nous t'avons fait. Ce n'est pas une demande de pardon, nous avons compris que certaines choses ne peuvent pas être pardonnées, seulement acceptées. Nous t'aimons, même si nous avons oublié comment le montrer correctement. Maman et papa. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Mais j'ai gardé la lettre, pliée soigneusement dans le tiroir de mon bureau. La vie continue son cours. J'ai rencontré quelqu'un, Claire, une architecte rencontrée lors d'une conférence à la Maison de la Culture à Grenoble. Notre relation est basée sur une transparence totale, presque brutale. Je lui ai raconté toute mon histoire dès notre 3e rendez-vous. Je m'attendais à ce qu'elle prenne ses distances, effrayée par ce bagage émotionnel. Au lieu de cela, elle m'a simplement pris la main et a dit « Merci de me faire confiance ». La confiance. Ce mot encore. J'apprends lentement à le réintégrer dans mon vocabulaire. Avec Claire, j'ai établi des limites claires dès le début. Nos finances sont séparées, nos comptes distincts, même si nous vivons ensemble depuis 6 mois. Elle comprend et respecte ces barrières sans se sentir insultée ou rejetée. Ce n'est pas un manque de confiance envers moi, m'a-t-elle dit un jour, c'est une promesse que tu te fais à toi-même.
Je dors mieux maintenant. Les cauchemars où je me retrouvais démunie, volée, trahie, se sont espacés puis ont disparu. J'ai appris à apprécier le silence de mon appartement, la liberté de mes choix, la solidité de mes décisions. J'entends parfois les gens dire qu'on ne peut pas acheter la paix intérieure. Ils se trompent. Ma paix a un prix exact, 32 000 €. C'est ce qu'il m'a coûté pour apprendre que personne, pas même ceux qui sont censés vous aimer inconditionnellement, n'a le droit de vous voler votre dignité, votre travail, votre avenir. Hier, en consultant mes comptes, j'ai remarqué que mon épargne a désormais dépassé le montant qui m'avait été volé. C'est une victoire silencieuse, un cercle qui se referme. J'ai célébré seul, avec une bouteille de chartreuse, cet élixir local dont la recette est gardée secrète par les moines depuis des siècles. Il y a quelque chose de poétique dans ce choix, un trésor précieusement gardé, protégé par des règles strictes et immuables. En sirotant mon verre, j'ai repensé au chemin parcouru. Je ne suis plus cette victime impuissante, ce fils qui cherchait désespérément l'approbation de parents toxiques. Je suis devenu quelqu'un d'autre, plus fort, plus lucide, plus autonome. Quelqu'un qui connaît la valeur de chaque euro gagné, de chaque promesse tenue, de chaque limite respectée. Si ma mère m'appelait aujourd'hui pour me dire « c'est ta punition », je lui répondrais probablement « non, c'était mon éveil ». Car au fond, leur trahison m'a libérée. Elle a coupé des liens qui m'entravaient sans que je m'en rende compte. Elle m'a forcé à devenir adulte d'un seul coup, sans transition, sans filet. La famille peut vous briser le cœur, mais c'est à vous de décider si elle brisera aussi votre avenir. J'ai choisi de reconstruire le mien sur des fondations plus solides là. Vérité, l'autonomie, des limites saines. Et personne, absolument personne, ne pourra jamais me reprendre ça. Parfois, je me demande si je les reverrai un jour. Si nous nous retrouverons autour d'une table, non pas comme la famille que nous étions, mais comme les adultes que nous sommes devenus. Si nous pourrons un jour regarder cette histoire non pas comme une tragédie, mais comme un tournant nécessaire. Je n'ai pas la réponse à ces questions. Et pour la première fois de ma vie, je me sens en paix avec cette incertitude. Quelle que soit la suite, elle sera écrite selon mes propres termes. C'est peut-être ça, finalement, le véritable pouvoir, non pas contrôler les autres, mais se contrôler soi-même. Non pas posséder toujours plus, mais savoir exactement ce qu'on possède déjà. Non pas être aimé à tout prix, mais s'aimer suffisamment pour établir le juste prix de son amour.